quand on parle de l'alignement, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Pour moi, c'est une approche holistique finalement, parce que si on veut se transformer, si on veut ressentir l'alignement, ben, il faut voir vraiment tout ce qui se passe dans notre vie. Donc on ne peut pas prendre une chose et dire, bon là je vais faire ça et je vais ignorer en fait le fait que je consomme ces contenus-là, la nourriture, l'environnement, les personnes qui sont autour de moi. En fait, tout ça, il faut regarder pour être aligné, sinon c'est pas possible. On peut pas prendre juste une chose et se dire voilà, ça va régler tout. Bienvenue, nouvelle rencontre avec celui qui est installé sur les canapés, qui nous propose un voyage intérieur vers la transformation, d'abord la sienne, et ensuite cette transformation qui aboutit à une expertise, et nous allons l'accueillir. Ognjen Ristanovic. J'ai bien dit ? C'est exactement ça. Merci, j'ai travaillé pour. Hein. Ouais. Merci Ognjen, merci d'être là. Vous êtes d'origine serbe. Exactement. Vous êtes installé à Paris depuis très longtemps, et vous êtes un homme de feu. Un homme de feu, on peut le dire, oui, c'est ça. C'est la signification de mon prénom, c'est ça. Ognjen, ça veut dire le feu en serbe ? En serbe, ça veut dire le feu. À peu près, c'est ça. Et j'ai cherché un peu récemment et j'ai trouvé que l'équivalent en français, c'est Ignace. Donc, c'est un peu ça. Ouais. Bon, et ça, vous le devez à votre maman ? C'est ça. En fait, c'est une histoire intéressante parce que c'est vrai que c'est elle qui a trouvé ce prénom. Mais c'est juste là, récemment, quand j'ai commencé un peu dans mon propre travail intérieur, de chercher, de regarder mon arbre généalogique, il se trouve que le jour de ma naissance, c'est le jour du Saint Ignace. Alors qu'elle, elle ne savait pas du tout. Et même en Serbie, le jour avant le jour de ma naissance, c'est également une fête religieuse où il y a ce prénom qui est mentionné. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant de point de vue de ce que je fais, parce que dans mon travail, on parle beaucoup de la mission de vie. On parle beaucoup de ce choix d'âme. Je sais que c'est assez, quand on dit choix d'âme, le mot choix peut gêner un peu. C'est vrai. Mais c'est vrai que l'âme, quand elle décide de s'incarner, elle choisit les circonstances parfaites par rapport à ce qu'elle veut faire. Donc, c'est ce qu'on appelle mission de vie. Moi, j'ai vu que, en fait, dans d'autres traditions, quand on met à part donc ce que je fais, les séances d'hypnose, etc., on peut voir également dans la tradition yogique, dans la tradition chamanique, on retrouve un peu la même chose. C'est pas, on appelle ça mission de vie, mais le fond est le même. C'est-à-dire, par exemple, dans la tradition yogique, on va parler du karma. Et pour moi, au fond, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on vient pour faire quelque chose. Alors, est-ce que c'est le karma? Est-ce que c'est l'énergie? Et donc, est-ce qu'on attire les expériences dans cette vie-là? Ou est-ce que c'est vraiment ce qu'on voit dans les séances d'hypnose, un choix que l'âme fait où elle va dire je veux être dans cette famille-là, je vais choisir donc les parents, le prénom, tout en fait, toutes les circonstances. D'ailleurs, on dit souvent que c'est ça. Ouais. La plupart des gens disent que c'est ça. C'est-à-dire que l'âme choisit le prénom, l'incarnation avec évidemment tout ce chemin de vie et tous les aléas de la vie aussi. Oui, exactement. Et après, il faut vraiment, moi je le clarifie à chaque fois, parce que quand on parle de choix, c'est le choix de l'âme. Donc ça se fait sur un autre plan. C'est une partie c'est nous en fait, mais c'est pas le personnage, moi, Ognjen, qui va choisir ça, parce que souvent il y a beaucoup de souffrance. Pour l'âme, c'est juste les leçons, donc les choses qui vont la faire évoluer. Bien sûr, pour le personnage qui est là-dedans, ça va être compliqué. Donc, il faut vraiment faire la différence entre les deux et comprendre que c'est l'âme qui choisit pour l'évolution. Et après, pour le personnage qui est là, ça peut être quand même compliqué. C'est sûr. Souvent. C'est sûr. Donc, alors, on va voir évidemment ce voyage intérieur que vous proposez vers cette transformation que vous nommez, et surtout le parcours de vie, parce que c'est ce que j'aime particulièrement. Et ce parcours de vie chez vous, il est étonnant parce que vous démarrez dans une première partie de vie d'une manière assez cartésienne pour le coup. Vous êtes dans un univers presque scientifique, technologique. Oui, très très cartésienne en fait. Moi, le changement, la transformation, elle était vraiment profonde, c'est-à-dire que les gens, les amis
qui me connaissent, ils m'ont dit que c'est comme si c'était une autre Une autre personne. personne, bah oui. Moi, je trouve ça très, très beau aujourd'hui, mais quand je pense à moi d'avant, je me dis, mais c'est quand même incroyable comment on peut se transformer de cette manière-là. Et justement, c'est ça ce que j'ai envie de transmettre à travers donc justement les voyages intérieurs, l'hypnose, etc. Et je trouve que si moi, je me dis, si moi je pouvais le faire, tout le monde peut le faire assez facilement finalement. Bon, et aujourd'hui, quand vous regardez un peu en arrière, alors aujourd'hui vous êtes praticien en hypnose, et d'ailleurs on se demandera pourquoi vous ne dites pas hypnothérapeute. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir aussi, quand vous jetez un petit coup d'œil sur votre première partie de vie, est-ce que parfois, dans cette première partie de vie, vous avez des regrets de choses que vous auriez aimé faire ou des choses qui vous manquent à l'époque où vous étiez dans cet univers de la technologie? Non, pas du tout. En fait, je pense que chacun a son parcours. Et moi, je pense que justement, j'avais besoin de faire ce parcours-là pour arriver là où je suis aujourd'hui. Et justement, quand j'ai parlé de la mission de vie, c'est comme un puzzle. C'est-à-dire qu'on découvre, comme Rumi disait, dès qu'on avance sur le chemin apparaît. Donc moi, je pense que j'avais besoin de faire ce parcours-là pour pouvoir aujourd'hui être ce que je suis et ce que je propose, etc. Oui, non, je regrette absolument rien. Rien du tout. Alors, il y a des grands noms, évidemment, qui ont parcouru votre formation, enfin, ce que vous êtes aujourd'hui. On parle de Dolores Cannon, vous y reviendrez tout à l'heure. On parle d'Ernesto Ortiz aussi, qui est quand même un des personnages incontournables dans la tradition maya. Mais il y a une date, une année, en tout cas, qui est importante, et un voyage, et les conséquences de ce voyage. On est en 2016. On est en 2016. Vous partez au Pérou? Oui, j'avais 33 ans et je pars. Oui, c'est le Pérou qui s'impose quelque part parce que moi, en fait, j'avais absolument pas prévu d'aller au Pérou. C'est un ami qui me propose le voyage. Peut-être un mois ou deux avant, moi, j'avais besoin généralement de préparer un peu le voyage. Mais là, ce qui est déjà étonnant, c'est que je sens quelque chose que j'ai jamais senti dans ma vie. Quelque chose qui me dit à l'intérieur, non, tu vas y aller. Un appel. Ouais, un appel. Et pour moi, qui était donc à ce moment-là très cartésien, moi, je me dis, c'est intéressant quand même. Mais je suis. Donc, je ne me pose pas de questions, je prépare tout, j'accepte tout ce qui était déjà prévu. Et donc, je pars. Et donc, c'est vrai que ça, c'était un voyage qui m'a complètement transformé. Mais pardon, c'est un voyage initiatique, spirituel ou juste un voyage touristique? Non, là pour le coup c'était un voyage touristique. Alors c'est ce que moi j'ai pensé à l'époque. Bien sûr. C'est vraiment beaucoup, plus tard que j'ai compris en fait ce que c'était ce voyage et que c'était vraiment réellement un voyage initiatique. Ouais. Et donc le voyage se passe très bien, c'est super intéressant, mais ce qui se passe après c'est ce qui est intéressant. La maladie. C'est la maladie, justement, qui apparaît peut-être 6 mois, 7 mois après. Et donc, au début, je ne fais pas de lien, parce que, voilà, ça apparaît après. Et la maladie qui est assez contraignante, parce que je ne peux pas trop bouger, moi qui avais vraiment l'habitude de bouger, d'être toujours dans l'action et jamais dans l'être, mais vraiment dans l'action. Moi, je peux pas faire grand-chose, c'est-à-dire que je peux marcher un petit peu et c'est tout. Et on sait ce que vous avez? On sait absolument pas. Donc je fais un tour de tous les médecins. Ils me disent tout va bien, on a tous les résultats, tout va bien. Mais moi je dis ça va pas bien du tout. Et on me dit bon, je sais. Enfin le médecin me dit je sais que vous n'êtes pas déprimé, mais je peux quand même vous donner les antidépresseurs. Moi je dis non, ça fait aucun sens, je vais pas faire ça. Et je continue à chercher un peu les moyens un peu alternatifs. Je trouve une naturopathe. Après, elle me dit, peut-être c'est peut-être la maladie de Lyme, parce que c'est vrai que j'avais des piqûres un peu étranges des insectes au Pérou, mais rien à part ça. Et vous ne faites pas le lien avec le Pérou? Non, jusqu'à là, non. Et okay. Là, je commence un peu à me dire, mais peut-être. Et donc, c'est moi qui trouve en fait un médecin qui est spécialiste en maladie de Lyme. Et j'y vais, mais je lui dis pas en fait que je pense que c'est ça. Et lui, il me dit rien, voilà. Et à la fin, je lui dis, il y avait des piqûres d'insectes. Il me dit, ok, on va voir. Et c'est là où on commence un traitement où vraiment il n'y avait pas un avant et un après. Ça a fait quelque chose, mais même lui, il me dit, alors, on a fait les tests sont un peu pour la maladie de Lyme. Au moins, à l'époque, c'était pas très clair. Voilà, il me dit, je pense que c'est ça, mais vos symptômes sont très, très, très atypiques.
et je fais le traitement. Et là, je commence à aller mieux petit à petit. Mais c'est un process qui dure peut-être à peu près 2 ans. Oh. Et ce qui est important, c'est ce qui se passe en parallèle. Et c'est ce que je me rends compte de ça après. C'est-à-dire que là, comme j'étais obligé d'être assis tout le temps, je commence à faire quelque chose que j'ai jamais fait avant. Je commence à lire, à méditer, à faire le travail intérieur. Je commence à lire, le premier bouquin, c'était La prophétie des ondes. Après, je lis Eckhart Tolle. Et je me dis, mais tiens, c'est intéressant. Ça commence à m'intéresser petit à petit et je découvre les choses sur moi-même. Alors que tout ça, ce sont des univers qui ils étaient complètement étrangers. Oui, complètement. 5 ans avant, j'aurais dit, non, pourquoi je vais passer mon temps sur ça. Et là, ça ouvre quelque chose. C'est vrai, c'est une petite ouverture, mais ça me permet d'aller voir un peu ce qui se passe et ça m'intéresse de plus en plus. Et donc, en même temps, avec le traitement et avec tout ça, avec cette recherche médicale, on va dire, je fais ce travail-là. Et comme ça, petit à petit, je guéris. Mais voilà, c'était très progressif. Il n'y avait pas une chose que j'ai fait où, voilà, après, tout était réglé. Et donc ça, c'était vraiment le début de ma transformation. Et je pense que là, ça m'a lancé quelque part sur un voyage intérieur, voilà, quelque part. Après, j'ai continué et tout ce qui s'est passé après avec l'hypnose, c'était ce voyage qui a déclenché ça. Alors, comment l'hypnose entre dans votre vie alors ? Alors, l'hypnose, c'était en 2020. Il y a le Covid qui commence. Et moi, alors que j'ai commencé alors ce travail intérieur, je me pose une question simple. Je me dis, tiens, mais qu'est-ce que je fais ? Alors, cette question que mes consultants me posent quasiment à chaque fois, pourquoi je suis là, en fait ? C'est quoi ma mission ? Enfin, si on appelle ça mission de vie, c'est quoi ma mission de vie ? Et donc, je me dis, mais je ne sais pas. Donc, je me dis, mais, tiens, je vais faire un expériment, je vais poser cette question à l'univers. Alors, dis-moi, l'univers, c'est quoi ma mission de vie ? Et je laisse ça comme ça, je pose. Et 2 mois après, peut-être 3 mois après, je tombe sur une vidéo de Dolores Cannon, alors que c'est vrai que j'ai déjà vu une fois Dolores Cannon pendant ma maladie, mais c'était un peu trop ésotérique pour moi à ce moment-là. Là, je la vois de nouveau et je me dis, je ressens de nouveau ce que j'ai ressenti avant le voyage au Pérou. Donc, je ressens quelque chose qui me dit, clairement, c'est ça la réponse à ta question. Et au début, je me dis, c'est quelque chose que je devrais faire pour moi, une séance, voir un praticien. Mais tout de suite, rapidement, je me rends compte que c'est pas ça. Si c'est ma mission de vie, c'est plus que ça. Et je commence la formation. Et c'est là où ça commence. Et je me rends compte qu'en fait, je suis hyper intéressé par tout ça. Ce que j'ai jamais ressenti avant dans ma vie, une sorte de passion par rapport à quelque chose. Et vous allez vous former auprès de Dolores Cannon ? Alors malheureusement, elle était déjà décédée, donc elle n'était plus là. Et donc je me forme auprès de l'académie. Donc ça va aussi durer 1 an, 2 ans. Enfin, il faut faire quand même pas mal aussi de séances pratiques, bien sûr. En plus, c'est le temps de Covid, donc faire les séances présentielles, c'était pas évident, mais je l'ai fait quand même. Et c'est vrai, quand on commence ce travail-là, c'est pas juste une formation qu'on fait. En fait, en même temps, ça a déclenché beaucoup de choses en moi. Alors que j'ai pensé que j'ai fait une partie de mon travail intérieur, alors que non. C'est vrai qu'il faut qu'on enlève une couche, après il y a une autre, pour arriver vraiment à des choses essentielles. Et là, c'est vrai que dans cette période, j'ai fait beaucoup de travail intérieur. Mais ce travail intérieur et cette formation dans l'Institut de Dolores Cannon, vous le faites dans l'optique de changer de vie ? Pas de changer de vie, mais plutôt de trouver de m'aligner quelque part à moi-même. Donc, tout d'abord, c'était pour trouver ma mission de vie, et après, c'était vraiment pour faire quelque chose qui a du sens pour moi. Qui a du sens, voilà. Ouais. Mais ça veut dire que votre premier boulot dans la technologie n'avait plus de sens ? Alors, plus ou moins. Il y avait encore... Enfin, je trouve qu'il y avait le sens, mais c'était pas ça. Donc là, avec ce travail-là de praticien, avec tout ce que j'ai pu apprendre, j'ai vu que c'était beaucoup plus aligné à ce que j'étais. Voilà, et je me suis rendu compte que j'ai trouvé quelque chose. Et en fait, une différence assez flagrante entre avant et après, c'était que
avant le voyage, avant la maladie, c'était pas du tout clair pour moi cette fameuse question, qu'est-ce que tu veux faire avec ta vie dans 5 ans? J'avais absolument aucune idée. Je savais pas du tout. Après, le travail que j'ai fait, c'était plus clair parce que en fait, j'ai parlé donc de ce puzzle, ce qui est la mission de vie. Donc, à ce moment-là, j'ai assez de réponses pour pouvoir continuer à voir un peu ce qui se passe. Et j'aime bien aujourd'hui vraiment laisser à l'univers me guider. Donc, j'aime pas trop tout savoir non plus sur ma mission de vie. Donc, l'hypnose entre dans votre vie, Ouais. mais de là à se dire je vais être praticien en hypnose, il y a encore un monde quand même. Oui, là, en fait, ça nécessite bien sûr de se former, ça nécessite d'apprendre les choses, ça nécessite de faire ce que j'ai jamais fait, en fait, travailler avec les personnes. Tout ça, c'est nouveau. Et en même temps, ça déclenche les choses en moi-même, c'est-à-dire que ça nécessite encore une transformation. Parce que c'est pas simple d'un côté de faire ce travail, il faut apprendre à le faire, et d'autre côté, de se montrer d'une autre manière, c'est-à-dire, bien sûr, de développer son activité aussi en ligne, de se présenter. Oui. Donc tout ça, ça nécessite de sortir de cette fameuse zone de confort. Et c'est un process. C'est un process. Moi, au début, je pensais absolument pas pouvoir mettre une vidéo de moi-même en ligne. Et aujourd'hui, voilà, je suis là. Donc, c'est quand même une différence. C'est un joli cheminement. Ouais. Donc, effectivement, il y a cette pratique de l'hypnose et il y a aussi ce qu'on appelle les mémoires akashiques. Ça aussi, c'est quelque chose dans lequel vous allez entrer, dans ces archives akashiques. Et notamment, je l'ai évoqué tout à l'heure, Ernesto Ortiz, qui est une des sommités et dans cette dimension spirituelle, selon la tradition maya. Donc, vous allez suivre son cursus ? Absolument, c'est beaucoup plus récent. J'ai trouvé que ça complémente très bien qu'en fait l'hypnose et tout ce travail-là, même le travail chamanique, tout ça, pour moi, c'est très similaire. Donc, on va travailler sur les états modifiés de conscience et on va aller chercher de l'information pour nous-mêmes ou pour quelqu'un d'autre. Et donc, oui, c'était aussi très, très bien. Enfin, c'est une très belle expérience de pouvoir apprendre ça d'Ernesto. Et même, j'avais la chance d'aller avec lui cette année au Pérou parce que j'avais cette envie d'y aller de nouveau pour faire un voyage vraiment initiatique spirituelle pour voir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Et après, j'ai découvert plein de choses parce que j'ai découvert, entre autres, que j'avais des vies passées au Pérou et que c'était le voyage que j'ai fait il y a 10 ans, que c'était pour activer les énergies de ces vies passées, pour me permettre de faire ce que je fais aujourd'hui. Et sur ce deuxième voyage, il n'y a pas eu une maladie au retour? Non, non, Ça non, a non, été non, fini. non. C'était fini. Non, Bon, non. c'était fini. En tout cas, on dit. D'ailleurs, juste une parenthèse. Vous dites praticien en hypnose. Ça, aujourd'hui, c'est le titre que vous revendiquez. Pourquoi pas hypnothérapeute? Alors, j'ai toujours un petit doute. Pour moi, il y a pas de différence, Ok. mais je pense que souvent on associe thérapeute à médecin. Et quand je suis pas médecin, donc je préfère mettre praticien, mais c'est que ça, voilà. Alors, il y a un truc quand vous êtes rentré dans le studio, moi que j'ai remarqué évidemment tout de suite, c'est le bracelet que vous avez Ouais. au poignet. Tous ceux qui ont des bracelets comme ça, moi, la réflexion que j'ai, je dis il y a une dimension chamanique dans sa vie. Ouais. Parce que c'est un bracelet en rapport avec ces dimensions chamaniques. Oui, c'est un bracelet que j'aime bien. C'est un bracelet des peuples fait par les peuples premiers Ichol de Mexique que j'ai. Rencontré? Non, je l'ai Non. pas encore. Non. Mais ça, c'est un cours. Je vais faire un stage là ce mois-ci pour travailler un peu sur cette tradition-là. Et pour moi, en fait, le travail intérieur de formation, pour moi, tout ça, c'est la même chose que je fais en continu parce que ça me passionne vraiment. Mais oui, ce bracelet, il m'a appelé. C'était justement un stage chamanique que j'ai fait ici en France. Et voilà, je pense qu'il y a quelque chose là. Et donc là, concrètement, ça va être un stage sur la tradition de ce peuple-là concrètement. Et quand j'ai vu en fait ce stage-là, je me suis dit tiens, il y a peut-être quelque chose. Voilà. Alors, ce que vous avez fait, notamment sur les archives akashiques avec Ernesto Ortiz, vous dites, je suis allé visiter un peu mes vies antérieures. Qu'est-ce que ça disait de vous?
Les vies antérieures, la première expérience que j'avais, c'était quand j'ai fait ma propre séance d'hypnose. Et donc là, déjà, j'avais une vie quelque part en Amérique du Sud, en Amazonie. Et je me suis dit, c'est intéressant par rapport à ce que j'ai vécu au Pérou. Par contre, cette année, j'avais vraiment une expérience, quand j'étais là, au lac Titicaca, de recevoir les messages en direct. Quand j'étais sur un lieu précis, donc de me connecter à une vie intérieure. Et il y avait également des activations énergétiques que j'ai ressenties, ce qui en fait pour moi ça fait du sens parce que également les informations que j'avais déjà à travers l'hypnose, à travers les archives akashiques par rapport à mes vies passées, une des vies passées qui est importante pour cette fille-là parce que en fait quand on travaille en hypnose, notre moi supérieur va nous présenter seulement les vies passées qui ont un rapport avec la vie qu'on vit actuellement. Aujourd'hui, ouais. On ne va jamais faire ça pour s'amuser. Donc, il y a quelque chose d'important pour cette vie-là. Et concrètement, dans mon cas, alors j'avais une vie, ce que j'ai trouvé en hypnose, en Atlantide. Alors, cette vie-là, il y a beaucoup dans le travail de Dolores Cannon, ça ressort beaucoup le sujet de l'Atlantide et ces vies-là et l'impact par rapport à le moment où la Terre se trouve, l'état de la Terre aujourd'hui, parce que ce qu'on retrouve dans ces séances d'hypnose, c'est que l'Atlantide, ils avaient une technologie incroyable, Très mais avancé, au moment donné, ils ont commencé à faire un peu du n'importe quoi et ça a mené à une destruction totale. Alors, dans ma vie que j'ai vécue en Atlantide, je fais partie de ceux qui sont partis avant la destruction. Et il se trouve que dans ce qu'on peut retrouver, le lac Titicaca est un endroit où ces personnes-là sont allées. Alors ça, au-delà de l'histoire, on peut y croire ou pas, mais pour moi, c'était super intéressant de vivre ça en réel et de vraiment ressentir, parce que pour quelqu'un qui était cartésien, c'est de faire confiance à ses ressentis. C'est pas aussi simple. Mais à l'époque de l'Atlantide, dans cette vie que vous aviez précédemment à celle-ci, vous étiez quoi alors dans cet univers de l'Atlantide? Alors j'étais une sorte de guérisseur, donc j'ai travaillé avec ces énergies-là, avec les cristaux, etc. Mais donc il se trouve que j'ai ressenti que quelque chose de mal allait se passer, et donc je suis parti. Voilà. Alors là aussi, je suis toujours fasciné par ce monde. Il y a évidemment, on est entre la légende et l'histoire dans l'Atlantide, et quand on a la chance de pouvoir revivre comme ça des vies passées, comment se fait-il qu'on n'arrive pas à identifier l'endroit où était véritablement l'Atlantide? Alors, c'est une bonne question. Moi personnellement, pour ma séance que j'ai faite, j'ai jamais pensé à poser cette question, de creuser un peu là-dedans. Dans les bouquins de Dolores Cannon, je pense qu'on peut retrouver les indices, mais c'est pas aussi précis que ça. Donc, on peut trouver plus ou moins où ça se trouvait. On peut trouver ce que je viens de dire, où les gens qui sont partis, mais il se trouve qu'après, ils sont partis vers plusieurs endroits. Donc, mais c'est vrai que le lieu de cette civilisation si avancée, le lieu, c'est l'objet de tous les fantasmes, de tous les délires, de toutes les histoires, de toutes les légendes. Ouais. Et il y a même beaucoup de scientifiques qui ont essayé de rechercher des endroits. Il y a beaucoup de séries, notamment sur Netflix et autres, qui en parlent. Mais quand on a la chance de pouvoir faire un voyage comme ça dans ses vies passées et de se voir au cœur même de ces énergies, en tout cas de ces civilisations si avancées de l'époque, je suis toujours très étonné qu'on ne demande pas en disant « mais où ?» où exactement ça se trouve. Où ça se trouve sur cette planète. Oui, c'est intéressant. Moi, je me suis vraiment... c'est intéressant. Moi, je me suis contré sur autre chose. Ouais, sur mon histoire personnelle. Il y a déjà beaucoup. Oui, il y a déjà beaucoup, mais c'est vrai que au-delà de l'histoire d'Atlantide, ce qui est intéressant avec ces séances d'hypnose, et Dolores Cannon en a fait des milliers, elle a écrit des livres avec donc les séances, et ce qui était quelque chose qui validait l'expérience pour elle, c'était le fait que les gens qui se connaissaient absolument pas parlaient de la même histoire et ils connaissaient absolument pas l'Atlantide, etc. Et pour elle, c'était une sorte de validation. Et pour moi personnellement aussi, mais quand je travaille avec les consultants, ce qui est pour moi le plus important, c'est de voir l'impact de cette histoire sur la vie
actuelle et il y a toujours un lien. Et c'est ça ce qu'on cherche au-delà de l'histoire. Parce que l'histoire en elle-même, j'étais quelque chose en Atlantide ou ailleurs, ok, mais qu'est-ce que ça m'apporte aujourd'hui dans ma vie actuelle? Il y a des événements dans votre vie aussi qui font que vous avez dû évidemment vous interroger. Vous parlez de votre sœur, cette sœur qui est partie avant vous. Oui. Et vous parlez de votre sœur puisqu'à l'âge de 9 ans, vous apprenez que vous aviez une sœur qui est décédée. Alors, ce qui se passe, c'est que à l'âge de 9 ans, moi, je sais, donc ma mère est enceinte et je sais que ma sœur arrive. Et moi, j'étais extrêmement joyeux. J'ai parlé à tous mes copains à l'école. J'ai une sœur. Alors, aussi, ce qui est important, que c'est son prénom, c'était étoilé. Quand on traduit, c'est étoilé, ce qui est assez intéressant. Et donc, moi, je parle à tout le monde. Et bon, un jour, mes parents me disent, voilà, elle est décédée parce qu'elle était en vie pendant 9 jours. Donc, ouais, c'est ça. Voilà. Et la première chose, c'est que à ce moment-là, ça me fait quelque chose. C'est un moment que j'ai dû travailler après parce que je ne savais pas comment réagir. Déjà, j'étais incroyablement joyeux de rencontrer ma sœur. Et là, il y a cet événement qui se passe. Et donc, il y a beaucoup de choses à moi que j'ai dû revenir pour revivre ce moment-là. Et c'était aussi une rencontre avec la mort. Et c'est aussi un sujet qui était important pour moi dans tout ce que j'ai fait dans mon propre travail intérieur. Après, avec mes pratiques spirituelles, que ce soit dans la tradition yogique, chamanique, et la mort, un sujet qu'on essaie d'éviter, j'ai l'impression, dans l'Occident. On n'aime pas trop parler de la mort, alors que c'est finalement un passage. Moi, dans tout ce que j'ai fait, les séances d'hypnose, ces traditions-là, on dit que la mort, c'est un passage. Et que c'est très important de se préparer pour la mort. C'est-à-dire que le moment de la mort, comment on va mourir, c'est super important pour ce qui va se passer après, dans l'au-delà et même dans la vie qui va suivre. Et donc, se préparer pour la mort, pour pouvoir mourir d'une manière consciente, c'est un travail justement qu'on fait pendant toute la vie, un travail intérieur, justement pour pouvoir être conscient à ce moment-là. Et donc, par rapport à ma sœur, c'était pour moi le premier contact quelque part avec la mort. Donc j'ai dû travailler ça après. Mais c'est super intéressant ce qui s'est passé là récemment, il y a quelques semaines, parce que je me suis rendu compte que j'ai jamais, dans tout mon travail, dans tout ce que j'ai fait, j'ai jamais posé la question, mais quelle était la mission de ma sœur? Pourquoi elle est partie après 9 jours? Alors qu'on sait que dans le travail de Dolores Cann, de l'hypnose, quand il y a une fausse couche, ça peut être souvent dû à des problèmes physiques, en fait. Alors que si une âme est en vie pendant quelques jours, quelques mois, et après, elle décide de partir, ça veut dire qu'il y a quelque chose, donc qu'elle a changé d'avis. Donc, moi, je me dis à ce moment-là, en préparation également de cette émission, j'avais pas vraiment peut-être envie de parler de ça, mais il y avait quelque chose qui m'a dit, tiens, oui, c'est important. Et c'était la veille d'un stage chamanique qui avait comme un thème un danse de la vision, c'est un danse d'un peuple premier où on va se connecter au pouvoir des ancêtres. Et je me dis, mais tiens, c'est quand même intéressant. Et je sais qu'il n'y a pas d'hasard. Et là, pendant le stage, mon père, qui est parti il y a 10 ans, et ma sœur, ils apparaissent ensemble. Et moi, je savais déjà, j'ai senti la présence de mon père quelque part. Je savais qu'il était mon guide également. Mais c'est la première fois que ma sœur apparaît et qu'elle répond à mes questions. Exact. Et elle me dit, tiens, oui, c'est vrai, je suis parti parce que je me suis rendu compte, parce qu'il y avait des problèmes physiques également. Et elle me dit, oui, je pouvais pas rester parce que je pouvais pas faire ce que j'avais envie de faire avec les problèmes physiques, avec les contraintes, mais j'ai fait beaucoup de choses en 9 jours pour l'aligner. Et je me suis dit, et après, j'ai décidé également de rester là pour toi. Enfin, quand on parle de ça, c'est pas le personnage de ma sœur, c'est un esprit transcendé, donc c'est autre chose. Et je me suis dit, mais c'est quand même intéressant que j'ai jamais posé cette question-là avant et que là, à ce moment-là, ça apparaît. Et ça, c'est extraordinaire. Et quand j'ai vu sur la fiche de production, vous dites effectivement qu'il y a cette symbolique qui consisterait à dire que
l'âme de votre sœur aurait décidé de partir parce qu'elle estimait que toutes les conditions n'étaient pas suffisamment réunies pour qu'elle vive ce qu'elle devait vivre sur ce plan terrestre. Exactement. Et donc là, je reviens à son prénom, Étoilé. Pour moi, ça a une charge spirituelle. C'est Et sûr. après, je regarde un peu en numérologie et également les chiffres correspondent à quelqu'un qui a une mission spirituelle, mais incroyable, quand même beaucoup de choses à faire. Et donc, pour moi, ça fait complètement sens de comprendre qu'elle voulait pas rester alors qu'elle pouvait pas faire les choses parce qu'elle avait un vrai problème physique également. Dans ce stage chamanique que vous avez donc suivi et où vous voyez l'énergie de votre père, l'énergie de votre sœur, et quand elle dit voilà, j'ai fait cet aller-retour, mais j'ai fait beaucoup de choses. Elle fait quoi? Elle a fait quoi pendant ces 9 jours? Alors elle, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle a pris ce temps-là pour nettoyer l'énergie de la lignée, parce que c'est vrai que dans la lignée, il y a beaucoup d'enfants morts. Et elle m'a dit qu'elle a fait un travail pour ça, parce qu'elle a estimé que ça va être beaucoup plus efficace, beaucoup plus utile que de rester, de ne pas pouvoir faire grand-chose. Et elle m'a dit qu'elle a fait un travail énergétique pour nettoyer la lignée, pour que ça soit plus léger pour tout le monde, en fait, finalement. Quand on a ce genre d'informations, dans la tristesse, évidemment, et on imagine, bien sûr, perdre un enfant, quelles que soient les circonstances, quel que soit l'âge, c'est toujours extrêmement traumatique. Mais c'est aussi un réconfort que d'avoir cette information-là. Ah oui, tout à fait, parce que ça me permet de mettre les choses un peu dans le contexte et de comprendre, en fait, finalement, qu'elle a apporté beaucoup de choses donc à la lignée, à moi personnellement, parce que quand j'ai dit que j'ai révisité ce moment-là où j'apprends qu'elle n'est plus là, mais j'ai appris beaucoup de choses à cause de ça. Donc, vous savez, c'est quand même lourd, mais il y a des enfants, des âmes plutôt, des âmes, ça c'est important de dire, qui vont venir juste pour permettre aux autres d'évoluer. Et ça, c'est très, très dur quand on est là, quand on est vraiment, quand il s'agit de quelqu'un qui est proche. Ouais. Et c'est pour ça que je parle toujours que c'est au niveau de l'âme et que c'est différent. J'ai une pensée évidemment pour Ghislaine Duboc, qui est une chamane extraordinaire, qui a perdu son fils, je crois qu'il avait une vingtaine d'années. Et juste avant de partir, il lui dit je pars pour te permettre l'éveil. Ce qui est extrêmement difficile quand on est évidemment dans une situation comme ça et qu'on voit sa chair partir comme ça, quitter ce monde. Et pourtant, c'était vrai. Parce qu'elle a totalement changé de vie et évidemment, aujourd'hui, elle est cette chamane extraordinaire. Oui. Alors qu'elle était dans l'univers très cartésien, très matériel, businesswoman, des entreprises, etc., etc. Donc elle a changé. Après, on peut avoir que la gratitude infinie envers cette âme qui a accepté de faire ça. Aujourd'hui, alors, quand vous avez ces perceptions, il y a de la médiumnité. Oui, exactement. C'est vrai que, vous savez, quand j'ai fait ma propre séance d'hypnose, moi, je voulais le faire pour avoir des réponses, comme la plupart du monde. Enfin, on a des questions, on veut avoir des réponses, comprendre ce qui se passe dans notre vie. Et je me suis rendu compte que ce qui est beaucoup plus intéressant pour moi après cette séance, que ça a ouvert quelque chose. C'est-à-dire que moi, à partir de ce moment-là, j'ai pu recevoir les informations moi-même. Je n'avais plus besoin de passer par quelqu'un. Et donc, ça a ouvert un canal, une connexion qui est en fait toujours là, mais il faut la travailler. Moi, j'appelle ça un muscle spirituel parce que vraiment, il faut travailler. Plus qu'on va faire les choses comme ça, plus ça va être simple. Au début, c'est un peu... ça rame un peu et on se pose des questions, bien sûr, au début. Est-ce que c'est le mental? Est-ce que c'est moi? Mais plus qu'on va faire ce travail-là, ça devient vraiment clair. Après non, ça c'est... Et on fait confiance. C'est pour ça que quand vous dites praticien en hypnose, et c'est vrai qu'en France, on aime particulièrement mettre des étiquettes, il y a beaucoup de gens, voilà, mais ça va bien au-delà que la simple pratique de l'hypnose, votre accompagnement en l'occurrence. Oui, tout à fait. En fait, mon accompagnement, c'est tous les outils, tout ce que j'ai appris avec mon expérience vécue. Donc, tout ça ensemble pour permettre aux autres, justement, de vivre la même chose. La transformation, l'alignement, et les outils sont super puissants.
mais moi, j'y mets aussi ma propre Bien sûr. expérience et ma propre histoire. Voilà. Qui sont les gens qui viennent vous voir? Qui sont vos consultants? Alors, moi, je suis très reconnaissant que je peux dire que c'est vraiment, il y a une diversité énorme. Donc, des hommes, des femmes, je ne peux pas dire, voilà, il y a un type de personne qui vient me voir. Mais pour quelle raison ils viennent vous voir? La raison, c'est généralement, souvent, c'est des questions qui concernent la mission de vie, les blocages dans la vie personnelle, professionnelle. Mais après, on peut poser n'importe quelle question. Des fois, c'est que des questions spirituelles. Des fois, c'est des questions liées à la santé également, à des problèmes physiques. Donc, il n'y a vraiment pas de limite et chaque séance est différente. Chaque séance est une découverte pour moi également parce que j'apprends dans ce process-là. Moi, je suis là aussi pour apprendre de leur histoire et c'est incroyable d'écouter juste ces histoires-là et après de voir ce qui se passe en séance. Parce que le process qui est guidé, où moi j'aide, je suis là pour aider, pour soutenir la personne, pour créer un espace de sécurité. Mais le process est guidé par le moi supérieur, qui est une partie de nous-mêmes qui est connectée à tout ce qui existe. Et donc, c'est très, très beau de voir ce qui se passe. Moi, je reçois souvent des personnes qui sont très, très fermées avant qu'on commence. Il n'y a pas de sourire, il n'y a rien. Et la transformation en énergie qui se passe, quand je vois à la fin c'est une autre personne. Et ça, je trouve incroyable et c'est hyper beau. Et l'outil principal que vous utilisez, c'est l'hypnose? C'est l'hypnose, des différents types d'hypnose. Là, j'ai parlé, ce que je viens d'évoquer, c'est l'hypnose donc, de Dolores Cannon et QHHT, où donc, on va passer 4-5 heures pour faire ce travail-là. Donc, c'est le Quantum Healing Hypnosis Technique. C'est ça. Si on traduit, c'est le QHHT. QHHT, oui. Ouais, c'est ça. Alors, je suis obligé, évidemment, en tout cas, je ressens le besoin de vous poser cette question. Je disais que vous étiez d'origine serbe, et il y a cette petite pointe d'accent qui reste charmante, mais est-ce que ça peut aussi être un problème quand vous faites un accompagnement pendant une séance d'hypnose? Alors, quand j'ai commencé de faire l'accompagnement, j'avais la croyance que ça allait être un problème. À partir du moment où moi j'ai décidé, j'ai compris que j'avais cette croyance, il n'y avait plus aucun problème. Donc non, aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Et en plus, ça permet d'avoir un échange parce que les gens sont intéressés par l'histoire. Vous parlez de l'accent, c'est toujours quelque chose qui est une ouverture pour échanger un peu. Et non, ça c'est plus aujourd'hui une sorte d'avantage, j'ai même envie de dire. Bon, c'est vrai qu'en France on aime bien, il y a des petites pointes d'accent comme ça, il y a toujours un charme un peu particulier quand on a... Mais c'est vrai que quand on est au cœur d'une séance d'hypnose, pour faire en sorte que ce mental lâche un peu et qu'on soit au cœur de la séance, on pourrait se dire qu'avec l'accent, parfois, ça peut être... je prends par exemple les Québécois, quand il y a une séance d'hypnose en québécois, oui. Parfois, c'est un peu compliqué. On est plus attiré par les prononciations que par le lâcher-prise qui permet effectivement d'être dans cet état modifié de conscience. Alors, non, dans mes séances, c'était jamais un problème. Parfait. Et après, c'est vrai que peut-être quelqu'un va se dire que ça va être plus simple avec quelqu'un qui n'a pas d'accent, mais dans la réalité des choses, c'est absolument pas vrai. Mais ce qui est quand même fascinant dans votre cas, c'est que, encore une fois, c'est l'outil de l'hypnose et cette formation façon Dolores Cannon, mais c'est toute votre histoire qui fait l'être que vous êtes aujourd'hui, et donc l'accompagnant et l'expert. Et c'est ça qui est plus intéressant, c'est-à-dire que vous apportez bien plus qu'une simple séance d'hypnose. Oui, exactement, et c'est ce que j'essaie de faire, de transmettre. Et c'est pour ça que souvent, à la fin de la séance d'hypnose, c'est pas juste « OK, merci, au revoir », mais on a vraiment un échange avec les consultants où eux, ils ont envie de comprendre mon histoire, de savoir encore plus. Et donc, je trouve ça, c'est magnifique. Racontez-moi une histoire qui vous a profondément marqué d'un accompagnement que vous avez pu faire et de cette transformation dont vous parlez, ce fameux avant-après, de quelqu'un qui vient peut-être avec une problématique ou qui ne sait même pas pourquoi elle vient. Cette personne vient parce qu'elle a besoin, sans savoir exactement où, pourquoi et comment, et où vous découvrez des choses incroyables et une transformation derrière.
Oui, alors ce qui est magique avec cet accompagnement, ces techniques, c'est qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Moi, je ne sais pas, le consultant, je ne sais pas. Donc, si on est ouvert à se laisser aller, les choses incroyables se passent. C'est-à-dire que une personne, alors on parle souvent des vies passées, mais c'est pas une règle. Dans cette séance-là, le moi supérieur décide, et s'il y a quelque chose d'important dans la vie actuelle, on reste dans la vie actuelle. S'il y a quelque chose d'important ailleurs, on va aller ailleurs. Des fois, c'est des symboles. Et justement, ça me fait penser à une séance avec une dame où elle avait une problématique avec son fils. Et elle se retrouve dans un univers qui n'est pas, pour moi, une vie passée, un univers des figurines Lego. Alors, tout est un Lego. Elle est une figurine Lego. Le fils également est une figurine Lego. Tout est un peu une maison Lego. Elle m'explique, bon, c'est ça que je vois. Si je regarde ce qu'il y a, parce que c'est dans une maison, si je regarde par la fenêtre, tout est un peu comme ça. Je dis, OK, ça c'est nouveau. Et ce qui se passe, et elle me dit également, c'est très lourd. C'est-à-dire, pour bouger, ça Ouais. nécessite un effort. Ouais, c'est pas fluide. Et à un moment, elle me dit, tiens, il y a mon fils qui vient, il a envie de me dire quelque chose. Et à ce moment-là, elle a des larmes parce qu'elle ressent l'amour inconditionnel de son fils. Mais pour moi, ce qui était incroyable, ce qu'elle me dit, c'est qu'à ce moment-là, tout change. En fait, tout devient fluide. Donc, elle n'est plus dans le monde Lego. Là, c'est, on va dire, une maison normale, mais tout est fluide. Et donc, pour elle, c'était important de comprendre que ce qui est le plus important, c'est l'amour inconditionnel. Mais je trouve très beau cette manière de son moi supérieur de transmettre ce message. Et le message va être transmis à chaque fois. Le moi supérieur va choisir la manière appropriée pour cette personne. Pour quelqu'un d'autre, ça aurait été peut-être mieux de passer par, je ne sais pas, une vie intérieure. Pour elle, c'était ça. Et donc, c'est vrai que ça c'est par exemple une séance intéressante. Un autre exemple, c'est ce qui se passe de temps en temps, pas à chaque fois, c'est que les gens le consultant va voyager un peu et il va se retrouver près de la source. Donc, généralement, ça va être très, très lumineux. Ça va être comme un grand soleil. Et il ne va pas avoir envie de partir. Il va vouloir rester là. Et donc, c'est là à moi de faire, après un certain temps, l'effort pour lui dire, OK, on doit aller, parce que c'est tellement puissant de retrouver la source. Et moi, je trouve ça, c'est également une expérience qui est très, très belle. Pour revenir sur l'histoire de cette dame et de cet univers Lego qui se transforme et qui devient beaucoup plus fluide à l'approche de son fils et donc de cet amour inconditionnel qu'elle a pour son fils, l'analyse qu'on en fait là, on la comprend. Mais est-ce que pendant la séance, elle comprend l'analyse qu'on en fait après ? Alors, pendant la séance, elle ressent surtout l'émotion, elle ressent l'amour à ce moment-là. Généralement, dans les séances, ce que je conseille, c'est d'essayer vraiment de ne pas du tout réfléchir. Donc, elle est dans son histoire, elle reste dans l'histoire, et elle comprend les choses, mais c'est un autre niveau. Donc, elle ne va pas analyser les choses. C'est qu'après la séance qu'on va faire l'analyse, et pendant la séance, ce qui doit être compris, c'est quelque chose qui se passe naturellement, mais elle ne va pas aller chercher et se dire mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Donc ça on fait après, mais souvent il n'y a même pas besoin, tout est clair en fait. C'est ça. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne de vous quand après cet échange, après ce que vous nous avez livré comme information et ce parcours de vie qui est assez étonnant et de voir, moi je suis toujours fasciné, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir à quel point on a une première partie de vie et puis hop, on bifurque parce qu'il y a un élément déclencheur qui fait que... Ouais. Et on peut aussi, ça me vient là, mais on peut aussi se poser la question, si l'âme a choisi, pourquoi est-ce que elle se dit pas, attends, on va faire plus court, ne commençons pas par cette première partie de vie dans la technologie,
envoie-le directement au Pérou, et puis on verra bien, on verra la suite. Vous voyez ce que je veux dire? On pourrait se poser cette question-là. Ouais, je me suis posé d'ailleurs cette question-là. Pourquoi passer par tant d'années d'études, de parcours, d'examens, de boulot Je pense qu'il y a deux choses. La première chose, c'est que, c'est les conditions qui doivent être réunies pour qu'on puisse avancer, justement pour avoir ce genre d'éveil. Et il y a également, dans la première partie de ma vie, il y avait des leçons. Donc je pense que ça, il y a une sorte de... c'est vrai que quand vous dites que c'est plus simple d'aller directement à l'éveil. Mais non, mais c'est toujours comme ça. Moi, je me dis, effectivement, l'âme choisit les prénoms, l'âme choisit les familles, l'âme choisit le père et la mère, l'âme choisit ceci, l'âme choisit cela. Et quand on voit les épreuves de vie, effectivement, on va vous dire, mais vous deviez en passer par là pour être le thérapeute ou l'accompagnant de vie que vous êtes aujourd'hui. C'est ce qu'on entend tout le temps. Mais mais l'éveil, en fait, est nécessaire justement parce que la règle de jeu, c'est qu'on oublie. À la naissance, on oublie et après, ça peut prendre... Il y a des gens qui vont pas se réveiller, si vous voulez. C'est pas grave, voilà. Ils vont continuer leur chemin. Ils referont un petit tour de manège. Voilà, on va retrouver les mêmes leçons parce que sinon on ne va pas avancer. Donc. Mais c'est vrai que parfois on peut se poser la question, on se dit si on pouvait m'éviter quelques aléas de la vie qui ne sont pas toujours très faciles, ça serait quand même pas mal. Mais ces aléas font la construction de l'être que nous sommes ensuite et de l'ouverture que l'on peut avoir pour accompagner les autres. Absolument, absolument. Je pense que quand je pense à ça, je trouve pas mal d'éléments qui étaient nécessaires pour moi pour pouvoir arriver au Pérou et pour pouvoir vivre cette aventure. Alors, je vous reposerai la question évidemment tout à l'heure, dans les dernières minutes de l'entretien, sur qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous, mais le futur, si tant est qu'il y ait un futur. Est-ce que vous avez une perception de votre futur, du futur de l'humanité? Alors, ce que j'ai appris à travers tout ce travail-là, c'est que le futur, c'est juste... il y a beaucoup de probabilités, donc il y a beaucoup de possibilités. Donc on peut pas aujourd'hui dire... Je peux dire ce que j'aimerais faire, mais aujourd'hui, je suis plutôt dans une dynamique où je laisse l'univers me présenter les choses qui sont pour mon bien le plus élevé. Et avoir... Ce que j'ai déjà dit, c'est important pour moi d'avoir une idée sur ma mission de vie. Mais après, j'ai pas envie de tout savoir. Donc je préfère laisser... place à l'univers pour me donner les synchronicités, parce que ça, c'est la magie de la vie. Et c'est dommage de passer à côté de ça, parce que quand on vit les synchronicités pratiquement tous les jours, on se dit c'est quand même autre chose, c'est vraiment magique. Et je suis fasciné quand j'entends quelqu'un dire « je n'ai pas nécessairement envie de savoir ce que la vie me réserve, en tout cas de savoir le futur ». Moi, oui. Oui. Ben oui. Moi, j'aimerais bien savoir. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois, mais franchement, aujourd'hui, je suis... Oui. Moi, je suis ouvert. Oui, complètement. Et quand je parle de ces synchronicités-là, qui sont pour moi un clin d'œil d'univers qui me dit, tout va bien. Une petite anecdote, j'étais en Inde l'année dernière pour faire un voyage initiatique. Et pour faire plus court, je vais aller rester un certain temps chez une famille indienne. Et donc, le monsieur qui me rencontre, qui m'accueille, c'est quelqu'un qui est prêtre dans un temple à Vrindavan. Et déjà, je ressens son énergie qui est incroyable. Et donc, comme j'arrive, il me demande mon passeport. Et il revient 5 minutes plus tard pour faire des choses administratives. Et il me dit, tiens, c'est intéressant, nous deux, on est nés le même jour, la même année. Alors que j'ai jamais rencontré quelqu'un dans ce cas de figure avec, voilà. Et ça se passe à ce moment-là, dans cet endroit-là. Et par exemple, pour moi, c'est une synchronicité parce que Carl Jung disait que les synchronicités, c'est les coïncidences qui ont du sens. Pour moi, c'est exactement ça. Et quand vous vivez ça presque au quotidien, c'est plutôt magique. Extraordinaire. Voilà. En tout cas, vous êtes à Paris. Oui. On peut vous consulter donc à Paris. Est-ce que ce sont des séances qu'on peut faire à distance? Certains oui, certains non. Par exemple, la séance QHHT, on l'a fait plutôt en présentiel. Voilà. D'accord. Donc à Paris, on va mettre autour de la vidéo tous les liens pour rentrer en contact avec Ognien. C'est ça. C'est ça, Ognien. Qu'est-ce que vous aimeriez donc
que l'on retienne de vous, de votre pratique et de ce que vous proposez? Alors, c'est surtout cette notion que la transformation est possible pour tout le monde. L'alignement, vivre aligné, c'est possible pour tout le monde, peu importe où on en est aujourd'hui. Et que finalement, notre monde intérieur, notre monde extérieur, plutôt, est le reflet de ce qu'on a à l'intérieur. Donc, pour moi, le travail intérieur, c'est quelque chose qui est le plus important quand je parle de ma mission de vie. C'est ça qui est vraiment une priorité pour moi. Donc, continuer cette évolution, ce travail-là. Et c'est ce que j'essaie de transmettre dans mon accompagnement. Et voilà, je pense que ça... la vie devient vraiment magique quand on s'y lance. Et c'est dommage de passer à côté de tout ça, finalement. Quand on dit, il y a une expression qu'on utilise très régulièrement, et je ne suis pas sûr qu'on en mesure le sens profond et l'importance. Quand on dit, est-ce que vous vous sentez aligné? Ou quand on dit, oh là là, je ne suis pas très aligné en ce moment. Alors, c'est devenu dans le langage un peu familier, un peu courant. Mais il y a un vrai sens à cette phrase-là. Est-ce que vous vous sentez aligné aujourd'hui? Je me sens aligné. Alors, ça, c'est un process. Donc, je ne peux pas dire que je suis 100% aligné tous les jours. Bien sûr. Voilà. Mais aligné dans ce qui est le plus important pour moi, oui. Et capable de, si je ne me sens pas aligné, de revenir. Ça, c'est très important. Parce que quand on parle de l'alignement, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Pour moi, c'est une approche holistique, finalement. Parce que si on veut se transformer, si on veut ressentir l'alignement, il faut voir vraiment tout ce qui se passe dans notre vie. Donc, on ne peut pas prendre une chose et dire, bon, là, je vais faire ça et je vais ignorer, en fait, le fait que je consomme ces contenus-là, la nourriture, l'environnement, les personnes qui sont autour de moi. En fait, tout ça, il faut regarder pour être aligné, sinon c'est pas possible. On peut pas prendre juste une chose et se dire voilà, ça va régler tout. Voilà. Bravo. Prochain voyage donc? Prochain voyage, on va voir. Je sais pas. Okay. Voilà. Vous laissez la vie avec une synchronicité s'installer pour vous donner envie de partir quelque part. Exactement. Et vous allez repartir au Pérou peut-être un jour? Alors, comme j'étais là cette année, je pense que je vais attendre un peu, mais j'aimerais bien y aller de nouveau. Voilà. Ouais. Il y a vraiment une connexion. Il y a une histoire avec le Pérou, sans Exactement. doute. Merci infiniment. Merci. Merci Ognjen. C'est ça. C'est ça. Merci Marc. Pas facile. Vous allez partager, on va vous mettre évidemment autour de la vidéo tous les liens pour rentrer en contact avec Ognjen et puis vous commentez avec bienveillance comme toujours et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Merci à tous. À bientôt.